C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la ville de Kidal au Mali qui rebascule dans le giron des rebelles Touaregs et des terroristes du JNIM. Après les attaques coordonnées contre les militaires au pouvoir à travers le pays samedi et le départ négocié des mercenaires du groupe russe Afrika Korps, ex-Wagner, la correspondance régionale et les réactions des Maliens à suivre dans ce journal. Le verdict de l'attentat de Kafolo en Côte d'Ivoire en 2020, une attaque djihadiste à la frontière avec le Burkina Faso avait coûté la vie à 14 soldats ivoiriens. 24 accusés ont été condamnés pour des faits de terrorisme, de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Nous serons à Abidjan dans un instant. Et puis à la fin de cette édition, on vous emmène en Tunisie à la découverte de races de chiens et de chevaux hérités des nomades et des tribus berbères. Parmi eux, le Slougui, reportage à suivre. La ville de Kidal, dans le nord Mali, est désormais sous le contrôle des rebelles indépendantistes Touaregs et des groupes djihadistes. La ville est tombée après leur série d'attaques coordonnées menées contre des positions stratégiques de l'armée malienne à travers le pays. Ce n'est pas la première fois que cette ville stratégique bascule d'un camp à l'autre, mais cette fois, les mercenaires du groupe russe Afrika Korps, ex-Wagner, ont négocié leur retrait. Elliot Samuel. Sur ces images publiées par les rebelles Touaregs du Front de libération de l'Azawad, un convoi quitte la ville de Kidal, dans le nord du Mali. Un départ obtenu après un accord avec les mercenaires russes de l'Afrika Korps. Un accord a été conclu pour permettre à l'armée et à ses alliés d'Afrika Korps de quitter le camp 2, où ils étaient retranchés depuis samedi. Kidal est désormais totalement sous notre contrôle. L'organisation Afrika Korps a depuis près d'un an pris la relève de la milice Wagner, groupe paramilitaire russe dont le fondateur Yevgeny Prigojine est mort lors d'un mystérieux crash d'avion. Quelques semaines plus tôt, il avait tenté une rébellion contre le pouvoir russe. Si de nombreux membres de Wagner ont rejoint Afrika Korps, les deux groupes présentent quelques différences, car Afrika Korps est directement sous la tutelle du Kremlin, quand Wagner niait ses liens avec le pouvoir russe. Un moyen pour Moscou de mettre en avant de manière plus officielle sa présence au Mali et sur le continent africain. Depuis plusieurs années, la Russie s'est implantée dans le pays à la place de la France, avec des missions claires de formation de l'armée malienne, mais aussi d'opérations conjointes ou de renseignement. Afrika Korps a pour objectif affiché de maintenir la junte au pouvoir face aux rebelles Touaregs. La perte de Kidal signe une défaite très importante pour cette organisation et directement pour Moscou. Et on fait le point sur les derniers développements sur le terrain avec notre correspondant régional Serge Daniel. Alors, au sud du Mali, dans la capitale, près de la capitale, à Kati, c'est le fief de la junte, le calme, c'était plutôt une journée calme. C'était une journée calme. On n'a toujours pas de nouvelles du chef de la junte, le général Assimi Goïta. Il est invisible ou il joue plutôt à l'invisible. En tout cas, il était près de Bamako il y a encore 24 heures dans un camp sécurisé. On n'a toujours pas de nouvelles de lui. Évidemment, les commentaires vont bon train. Le numéro 2 de la junte a été tué. Il y a toujours l'émoi, l'émotion. Il y a toujours l'émotion, mais également la colère auprès de certains habitants de Kati par rapport à la mort du numéro 2. Le numéro 3 de la junte a été blessé. Il se porterait mieux d'après son entourage. Et maintenant, sur le terrain, c'est plutôt le calme, que ce soit par exemple à Bamako, que ce soit à Sévaré ou encore à Gao ou à Kidal. Ça n'a pas tiré visiblement aujourd'hui d'après nos informations. À Kidal, vous l'avez dit, la Kidal a passé sa première nuit sans les mercenaires russes. Et il y a quand même la colère des officiels maliens qui disent, par exemple, c'est une citation, la Russie, les Russes nous ont trahis à Kidal, c'est-à-dire qu'ils sont partis donc sans le feu vert du gouvernement et sans avoir crié gare. Alors, y a-t-il des réactions, Serge, des réactions politiques à cette situation ? Alors, vous savez qu'au Mali, les partis politiques sont dissous, donc ils n'ont pas le droit à la parole, ils ne peuvent pas se réunir, mais des hommes politiques parlent. Certains demandent ouvertement, enfin ils se confient en disant « nous demandons le départ de la junte, tant que la junte sera là, rien ne sera réglé ». En revanche, d'autres sont plus mesurés, ils cherchent une solution plutôt paisible pour une transition rapide. Et vous savez, il y a beaucoup d'opposants, plusieurs opposants à l'étranger, certains demandent l'implication du président, par exemple, ivoirien
Alassane Ouattara. D'autres demandent par exemple l'intervention du président congolais Denis Sassou Nguesso pour avoir une solution plutôt à l'amiable. Donc, mais les opposants d'une manière générale demandent le départ de la junte. Et sur le terrain, après ces attaques qui ont retenti ce week-end, la population est très inquiète. Les réactions au Mali et au Sénégal auprès de la communauté malienne, compilées par Émilie Boyle avec Aminatou Diallo à Dakar. Les rues de Bamako sont toujours aussi animées, mais un voile d'incertitude plane sur la capitale malienne, après un week-end marqué par des attaques dans plusieurs régions du pays perpétrées par des combattants séparatistes et des militants islamistes. Nous condamnons cette agression contre l'État. Nous l'avons toujours condamnée et nous continuons à le faire. Nous y étions habitués, mais celle-ci a été particulièrement violente. Mais que les assaillants sachent que le peuple malien reste inébranlable. Les écoles et les commerces fonctionnaient normalement ce lundi et plusieurs postes de contrôle militaires mis en place pendant le week-end avaient été levés. L'assassinat du ministre de la Défense, Sadio Camara, était sur toutes les unes locales. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Le fait que Sadio Camara, le ministre de la Défense, et sa famille aient été victimes d'une telle attaque me surprend vraiment. Quand je pense à nous, les civils, qui comptons sur eux, c'est très difficile à comprendre. Si les habitants de Bamako étaient surtout inquiets, la peur semble plus vive au sein de la communauté malienne à l'étranger, comme ici, au Sénégal. C'est une situation difficile. J'ai de la famille là-bas, des frères et des sœurs. J'ai très peur parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe et on ne sait pas comment ça va finir. On est tous des parents là-bas, oui, des sœurs, des frères, des mères. Vraiment, nous, on souhaite au gouvernement de faire la vigilance, de surveillance, de près, tout. La situation au Mali reste incertaine et toute violence pourrait aggraver une situation humanitaire déjà très précaire. Voilà ce que l'on pouvait dire de la situation au Mali. On en vient à présent au verdict de l'attentat de Kafolo en Côte d'Ivoire. En 2020, une attaque du JNIM avait coûté la vie à 14 soldats ivoiriens à un poste frontière près du Burkina Faso. 24 hommes ont été condamnés pour des faits de terrorisme à des peines allant de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Les précisions à Abidjan de Julia Guggenheim. La salle d'audience du tribunal du Plateau à Abidjan était comble ce lundi. Le verdict a été rendu pour les 45 prévenus qui comparaissaient dans le procès de Kafolo. 6 d'entre eux, dont Ali Sidibé, qui avait été décrit par le procureur comme le cerveau de cette attaque, ont été condamnés à des peines de prison à vie. 17 autres qui étaient accusés d'avoir eu un rôle logistique dans cet attentat ont écopé de peine de 20 ans de prison, tandis que 21 hommes ont été jugés non coupables et repartent libres après, pour certains, plus de 5 ans de détention provisoire. Les faits étaient quand même assez établis. Et comme en matière de cette infraction-là, la prison à vie est encourue. Donc si ils ont pris de la prison à vie, c'était prévisible. J'ai parlé de ce que, c'était des personnes vulnérables. Mais vous savez, les circonstances atténuantes, il n'est pas obligé d'en tenir compte. Mais j'aurais aimé qu'il en tienne compte. Il n'a pas tenu compte, il en a le pouvoir, il en a le droit. Au cours de ce procès qui a duré plusieurs mois, une dizaine de prévenus avaient reconnu les faits, tandis que l'avocat de la défense avait plaidé l'acquittement pour les 35 autres. L'attaque dans laquelle 14 soldats ivoiriens ont perdu la vie est le dernier attentat d'ampleur qui a touché le sol ivoirien. Il avait été revendiqué par la Katiba Massina du JNIM, un groupe proche d'Al-Qaïda. Ces violences communautaires au Tchad, au moins 42 personnes ont été tuées samedi dans un affrontement dans l'est du pays, selon des sources gouvernementales. Le conflit a éclaté suite à une dispute autour d'un puits entre 2 familles vivant sur ce territoire. Selon le vice-premier ministre, ces violences sont aggravées par le contexte de la guerre au Soudan. Écoutez. Nous avons enterré 42 personnes. 10 autres sont blessés et se trouvent actuellement à l'hôpital provincial de Wadi Fira. Les conflits qui causent un grand nombre de morts ne se reproduiront plus. Ces personnes vivent ensemble depuis longtemps et puisqu'elles sont contraintes de cohabiter, nous devons créer les conditions nécessaires pour qu'elles puissent vivre en paix.
Nous demandons donc aux chefs traditionnels de jouer pleinement leur rôle de sensibilisation. Ce soir, on part en Tunisie pour vous parler de races de chiens et de chevaux hérités des nomades et des tribus berbères. Parmi eux, les Slougis, ainsi qu'une lignée de pur-sang arabes tunisiens. Aujourd'hui, ce sont surtout des groupes de passionnés qui les préservent. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili. Dans les plaines de Zarouen, au nord de la Tunisie, Wissem entraîne ses Slougis. Ces lévriers arabes font partie du patrimoine berbère et antique de la Tunisie. Lui, il s'appelle Jneya, elle rime. J'essaye de leur donner des prénoms qui rendent hommage à leur héritage et leur lignée tunisienne. Propriétaire de 15 Slougis, ce chef d'entreprise se passionne pour la préservation de cette race noble, typiquement tunisienne. La couleur est spécifique, les Slougis n'ont que 5 couleurs distinctives. Leur museau est toujours allongé de cette façon, leurs oreilles sont rabattues, leur poil est court et ils ont un caractère particulier. Si on est trop sévère, ils le prennent mal et peuvent rester tristes ou mélancoliques. Aujourd'hui, il n'existe que 300 Slougis recensés en Tunisie. La centrale canine travaille sur le recensement et la préservation de la race. Elle lutte aussi contre les hybridations, utilisées pour rendre plus performants les Slougis dans les courses de lévriers. Le Slougui tunisien est un joyau du patrimoine maghrébin d'une façon générale et un joyau, ce qu'on appelle un joyau du patrimoine synégétique, c'est-à-dire de la chasse. En Tunisie, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle une contamination du pool génétique. Mais une fois que la contamination du pool génétique est amorcée, c'est très difficile de revenir en arrière. Autre race autochtone en voie de disparition, le pur-sang arabe tunisien, élevé à Meknassi au centre-ouest du pays, est destiné aux courses. Cet éleveur, qui a hérité de l'élevage de pur-sang sur 4 générations, plaide pour leur valorisation à l'échelle nationale. Le cheval arabe est nerveux, il a le sang chaud. Il est vraiment spécifique sur cet aspect, son ardeur par rapport aux autres chevaux. Il s'est adapté aux conditions climatiques tunisiennes. C'est une race qui s'épanouit très bien dans le pays, contrairement à d'autres races importées. Un patrimoine équin qui reste encore trop méconnu. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Elisa Amiri, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.